Salut Eyal. Bonjour Franck. Je suis comme d'habitude super content de t'avoir avec moi pour la chaîne là, YouTube. En plus parce que déjà la vidéo qu'on a fait tous les deux il y a quelques semaines, même un peu plus, je perds la notion du temps, qui s'appelait La paix est un danger pour Israël, a été énormément vue. Et il y a eu des commentaires et des retours très très positifs sur cette vidéo. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on a fini cette vidéo, parce qu'on se connaît quand même bien tous les deux depuis longtemps, tu m'as demandé, bah, sinon, toi, Franck, comment ça va en ce moment, tout ça. Et que je t'ai dit, en gros, bon, la famille ça va, les enfants ça va, mais sinon, j'ai les jambes coupées. Je crois qu'on a perdu Eyal. Voilà, j'ai du mal à voir de l'optimisme ou de l'espoir dans tout ce qui se passe. Depuis cette vidéo, alors, on a encore pris un coup de bâton avec l'élection de Trump. J'ai un coup de bâton, moi ça me surprend pas du tout, mais c'est quand même pas très positif. Je dis pas que ça aurait été positif avec Kamala Harris, mais c'est quand même encore pire avec Trump parce qu'il y a des choses qui sont euh, beaucoup plus problématique dans son programme que l'aurait été Kamala Harris, bien qu'elle aurait continué le génocide, etc. Mais donc, je voulais qu'on continue, du coup, un petit peu cette conversation sur qu'est-ce qui peut nous donner un peu d'espoir. Je sais que Ilan Papé aussi me disait il n'y a pas longtemps, je suis assez pessimiste pour le futur proche, mais assez optimiste dans le futur plus lointain. Et je sais que c'est pas aussi simple que ça, hein. C'est pas être optimiste ou pessimiste. Mais toi, du coup, qu'est-ce que c'est qui te tient debout là en ce moment et et qui te fait croire en quelque chose de positif pour le futur? Tu sais, moi je suis pas loin de toi. Je pense que tous les gens qui travaillent, qui sont issus, qui militent autour de Proche-Orient, je dirais tous les gens qui sont politisés, de côté progressiste, de côté humaniste, si tu veux, on est, euh, on est déprimé. On est déprimé, on est abattu. Mais ça n'empêche pas que il faut faire attention et ne pas céder à quelque chose qui est peut-être une des choses les plus terrifiantes de ton néolibéral, qui est s'accrocher à l'événement, au moment, et perdre une vision plus large, perdre une notion de temps qui est n'est pas les temps de commerce, n'est pas les temps de l'immédiateté, n'est pas les temps de réseaux sociaux. C'est-à-dire quelque chose qui est les temps qui voit les choses non pas dans une succession d'événements, mais qui réfléchit plus largement une idée de persistance historique, une idée d'éducation, les temps de la culture, qui sont des temps beaucoup plus grands. Et déjà s'accrocher à ces temps-là est peut-être déjà une forme qui peut donner de l'énergie. Ça, c'est une première chose. Mais quand tu me poses la question, qu'est-ce qui me donne de l'espoir, tu sais, Hannah Arendt, la penseuse politique sur laquelle j'ai travaillé beaucoup d'années, définit le régime totalitaire comme l'abolition du politique, l'abolition de l'espace politique. Et bien justement, dans ces mondes terrifiants dans lesquels nous vivons, dans lesquels on voit l'émergence de Trump, de Netanyahou, de Orban, de Rassemblement national en France, de Mélanie, etc. On voit ça. On voit une chose qui se passe en parallèle et qui est non pas l'abolition de l'espace politique, malgré les tentatives, mais une politisation beaucoup plus forte. C'est-à-dire que je regarde un petit peu les gens qui viennent en projection de mes films, qui en ce moment c'est partout dans le monde, dans des festivals, mais dans des petites villes, dans des circuits militants, etc. Quand je vois les gens qui sont dans les manifs, par exemple,
les manifs contre la guerre génocidaire, les manifs de solidarité avec la Palestine et avec les Libans, on voit de plus en plus de jeunes qui sont là. Et donc, c'est pas que j'ai fait un truc de génisme, d'âge et tout. Je dis, mais il n'y a pas un abandon de la politique. Il n'y a pas un abandon de l'espace politique. Au contraire, il y a des gens qui sont en train d'être politisés en ce moment, à cause de cette situation. Et donc, le fait qu'il y a une politisation de ces jeunes, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner dans un temps plus large, dans un espace. C'est-à-dire une chose qui résiste justement à l'enfermement, à être chez soi, à ne pas s'intéresser à ce qui se passe, et ben ça se passe pas. Ça se passe pas, et au contraire, il y a un espace de politisation. Il y a un espace de politisation, et plus il y a de la répression, et il y a de la répression, plus on voit une émergence de ces espaces politiques. Et ça veut dire qu'il y a une résistance ou une résilience face aux tentatives totalitaires. J'étais en train de chercher là sur mon téléphone, je regardais pas mes messages, je cherchais une citation que j'aime beaucoup de Gilles Deleuze qui a dit le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer. La joie, par conséquent, est résistance parce qu'elle n'abandonne pas. La joie, en tant que puissance de vie, nous emmène dans des endroits que la tristesse ne nous mènerait jamais. Et à chaque fois, j'essaie aussi de me rattacher à ça parce que on le sait, en fait, que les 1% ou les puissants, c'est ça qu'ils veulent, c'est tuer. En fait, tuer la joie, pour moi, c'est tuer la vie qu'il y a en nous, qu'il y a dans les militants et les gens en général. Tu crois pas qu'il y a une partie de ça? Écoute, je pense que nous ne sommes pas assez joyeux déjà. Mais c'est difficile d'être joyeux. C'est-à-dire, euh, euh, je me prends pour un petit exemple. Je regarde 40 ans de carrière professionnelle maintenant. J'ai commencé très jeune. Et je pense que beaucoup de gens ont été guidés de ma génération et de la tienne aussi, ont été guidés par une question qui était un grand mystère, qui était mais comment c'était possible ce qui s'est passé dans les années 30 en Europe, années 30. Comment finalement les judéocides, ces moments totalitaires, cette catastrophe terrifiante était possible. Et je pense que cette question était une locomotive. Et ben, aujourd'hui, on a une réponse. C'est possible. Tu sais, quand j'ai regardé les archives, je travaille beaucoup avec les archives, je pense que je le disais déjà à un moment. Je regarde et je vois voilà, les cafés à Berlin, les cafés à Paris, ailleurs, dans les années 40, et les gens, ils sont dans les cafés, et ils vivent normalement, et ils vont au ski, etc., etc. Je disais, mais comment c'est possible? Et ben, aujourd'hui, on a des réponses. Ben, on voit, c'est possible. Alors certains vont dire oui, mais ça c'est normal parce que ça c'est on résiste à la catastrophe et donc la vie doit continuer. Non, je pense pas. Je pense que une des choses c'est euh, la négation terrible qui existe. Une des choses qui est peut-être le vrai problème de milieux militants, de la solidarité et tout, c'est que on n'arrive pas, et à juste titre, on n'arrive pas à être joué. Mais moi, je suis pas sûr qu'il y a une volonté d'imposer de la tristesse, etc. Je pense que ce qu'il y a, c'est surtout, c'est que il y a à vendre de la facilité, à vendre la jouissance immédiate, à vendre les désirs ou les fantasmes qui s'accomplissent. C'est ça qu'il y a, c'est-à-dire cette immédiatesse, ce temps absolument immédiat, les temps de 15 secondes de TikTok, l'effet on lit un truc vite fait et tout de suite on réagit, etc. Aussi on regarde une rupture qui est assez intéressante, si les empires anciens, finalement, c'était les peuples pauvres, les esclaves qui amusaient les riches. Aujourd'hui, on voit que dans l'empire moderne, c'est à l'envers. Aujourd'hui, c'est les riches
qui amuse le pauvre. On prend un match de football, eh bien, il y a 22 millionnaires qui sont en train de jouer sur un terrain, ils sont en train d'amuser le peuple. Il y a tous ces influenceuses, influenceurs, tous ces célébrités, etc., qui sont l'amusement de l'immédiateté. Mais cet amusement, il est un petit peu comme un repas. C'est-à-dire, on mange et n'empêche, on a quelques heures plus tard, on a faim. La question qui se pose à nous, c'est comment non pas donner de l'amusement, mais donner quelque chose qui peut être une satisfaction qui est à plus long terme, c'est-à-dire qui est en forme d'un épanouissement. Et peut-être une des choses que on a tendance à abandonner au sein de la catastrophe, c'est la vision plus large. C'est-à-dire, c'est dire, mais il y a une possibilité d'un monde meilleur. Qui était un vieux slogan. C'était les slogans des années, peut-être, début des années 2000, fin des années 90. C'était ces slogans des altermondialistes qui étaient à better world is possible. Un autre monde est possible. Eh bien, je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on s'accroche. C'est-à-dire, un autre monde est possible. Et sortir, surtout sortir, et ça, c'est la grande chose. C'est comment sortir de la complainte, de se plaindre, de se dire oui, mais regardez les riches, mais regardez ça, mais qu'est-ce qu'ils disent les médias, etc. Et se regarder, se dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, ça, d'une certaine manière, je le puise dans ce que je considère, moi, en tous les cas, le judaïsme, qui est cette idée de tikkun, qui est la réparation. L'idée que le monde a été créé avec quelque chose qui est cassé, qui manque, et notre rôle humain, c'est œuvrer à sa réparation permanente. Et on sait, c'est comme retaper une maison. C'est-à-dire, ça se termine jamais. Mais à chaque fois qu'on fait un petit peu et tout, ça nous donne satisfaction. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi, évidemment, mais tu crois pas qu'il faut d'abord il faut le vouloir, déjà, réparer la maison ou réparer le monde, et surtout, il faut croire que c'est possible. Moi, j'ai l'impression que, tu connais, tu parlais d'un autre monde des possibles. Dans les années 80, sous Margaret Thatcher au Royaume-Uni, elle nous a dit Tina, there is no alternative. Donc elle nous a dit non, le monde il est comme ça, le capitalisme a gagné, les 1% ont gagné, et maintenant, comme tu le dis, vous le peuple, les pauvres, les 99%, vous devez avoir comme but et comme objectif d'arriver à notre niveau. Donc d'être un footballeur millionnaire, d'être un influenceur, d'avoir une énorme voiture, etc. Et j'ai l'impression quand même qu'on est devant quelque chose, et c'est là où des fois il y a une perte d'espoir, où moi je me dis que si tu mets les faits un à un, comme ça, et que tu les présentes aux gens, n'importe quelle personne sensée se dit putain, mais on se fout de notre gueule. Mais en fait, on se fout de notre gueule tous les ans un peu plus. Et moi, je crois que les riches et les puissants se foutent de notre gueule et ils essayent toujours ils disent, bah, écoute, ça marche. On fait ça, on leur fait croire que c'est la démocratie. Macron dit, on va leur dire de voter aux législatives. Ils votent pour le nouveau Front Populaire. Hop, on va mettre un gouvernement de droite, voire d'extrême droite. Oh, ça marche. Allez, on rajoute ils rajoutent des petites couches. Trump, qui a été jugé coupable, le seul président qui a été jugé coupable de je sais plus combien d'actes illégaux, se dit je me représente, c'est pas grave. Ça marche, allez, boum. Et on enfonce tous les jours un peu plus le clou, et ils se disent, et ils rigolent en fait. Ils disent, regardez quoi, ce peuple comme ça, comme des moutons, on se fout de leur gueule de plus en plus, et en gros, rien ne se passe. Alors des fois, je me demande moi aussi, si on nous prend pour des cons, finalement, on n'est pas tous des cons, si tu vois ce que je veux dire. Pour que cette remise en question, parce que là on parle de la Palestine, mais cette remise en question même de la démocratie en général,
se fait que très peu, parce que tous les 4 ans ou tous les 5 ans, si tu vas pas voter, tu peux être sûr qu'il y aura tous tes copains qui diront mais enfin comment tu vas pas voter, c'est ton droit de citoyen, c'est la démocratie, etc. Tu vois, ne pas arriver à mettre ça en question, ça me fait poser des questions à un moment sur est-ce que le changement peut vraiment venir. Alors je sais, désolé je suis long, mais que c'est jamais la majorité hein, qui a produit le changement. On sait que dans l'histoire, c'est des minorités qui ont poussé la majorité à changer. Mais moi, des fois, je suis assez pessimiste là-dessus. Mais Franck, peut-être il faut changer les fusils d'épaule, comme on dit, et c'est dire que on doit passer d'abord par enterrer certaines illusions. C'est-à-dire, par exemple, se dire que finalement, on le voit très bien, Biden, Biden est un président qui soutient et a soutenu une campagne génocidaire, il a soutenu un capitalisme complètement pervers, privé, et ben Trump, à sa manière aussi, et finalement, il s'agit d'un changement esthétique. Bah, les Rassemblements nationaux n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes, mais finalement, le programme Rassemblement national est en train d'être implanté en France. Et donc, c'est dire que forcément, ça ne passe pas par les parlements et ça ne passe pas par les élections. C'est-à-dire toutes ces illusions qui peut-être avaient une certaine valeur il y a quelques années, qu'on pensait qu'on peut faire un changement par le Parlement, qu'on pouvait, bah, c'est la question de pouvoir et qui va changer et donc ça va changer notre vie. Et bah, je pense que on est dans une période dans laquelle on doit enterrer et faire l'oraison funèbre de certains des illusions et partir dans les concrets de la vie elle-même. Tu sais, la notion de la crise, par exemple, elle est valable pour les gens qui ont la crise financière, mais pour les pauvres, avant la crise, pendant la crise et pendant la crise, après la crise, c'est la même chose. C'est-à-dire la crise, par exemple, est une notion qu'il faut s'en sortir de l'idée de la crise comme quelque chose qui est oh bah voilà, il y a la crise. Non, il y avait la crise, il y a la crise, il y a après, mais peut-être aussi se rappeler, et ça c'est un travail d'éducation, c'est un travail de la culture aussi, de faire et des arts, qui est que la crise, c'est aussi les moments dans lesquels les choses sont possibles. C'est ça la notion profonde, ancienne du mot crise, c'est les moments où les choses sont possibles, sauf qu'ils ne sont plus possibles par les schémas dans lesquels on a été éduqué, dans lesquels être un bon citoyen, par exemple, c'est voter. Eh bien, être un bon citoyen, c'est peut-être déserter tout simplement le parlementarisme, tout. Et être un mauvais citoyen, c'est collaborer à ces systèmes. C'est-à-dire faire des inversions. Et c'est-à-dire que finalement, notre vie, ce n'est pas la vie de ces 1%, ce n'est pas la vie de ces parlements, ce n'est pas la vie de ces gouvernants, mais que la vie, elle commence dans notre famille, elle s'est élargie à notre quartier, à la communauté, etc. Et que c'est à ça qu'il faut s'attacher. C'est-à-dire s'il faut s'attacher à des questions qui sont les concrets de notre quotidien, c'est-à-dire sortir d'un certain vision bourgeoise de la chose et dire les concrets, il est ce qui m'entoure et je l'ai élargi de plus en plus. C'est-à-dire investir au maximum le milieu associatif, investir au maximum les modes de vie alternatifs. C'est-à-dire, c'est attaché, par exemple, à l'idée de l'amitié. L'amitié est beaucoup, beaucoup plus importante que l'adhésion à un parti politique. C'est-à-dire, l'adhésion à un parti politique, c'est finalement envoyer des gens à un genre d'un marché des dupes dans lesquels, surtout pas, on fait de morale et de l'éthique. C'est-à-dire, la morale et de l'éthique, ça se passe ailleurs. Et donc, d'une certaine manière, c'est si j'ai quelque espoir quelque part, c'est dans la désillusion, justement, qui peut apporter autre chose. Je pense que nous sommes encore, peut-être à la fin, mais encore dans l'illusion
que les choses peuvent se changer par les schémas qu'on pensait qu'ils ont changé dans le passé. C'est-à-dire, on voit, on se dit, ah oui, il y a les nouveaux fronts populaires. Ah bah ça va changer. On a LFI en France, ça va changer. Non, c'est un parti dans lequel, voilà, c'est un terrain de jeu dans lequel on ne joue pas. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'aime pas les footballs. Je connais pas les footballs, j'irai pas jouer au football, tout simplement. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on s'attache, aux questions dans lesquelles nous avons une réelle influence. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être un parent d'élève et être mêlé d'une façon extrêmement active à ce qui se passe à l'école, puisque ce que nous bouffons aujourd'hui, c'est l'éducation qui a été donnée il y a 25 ans. C'est-à-dire, c'est pas Macron, c'est pas Trump. C'est-à-dire, ceux qui votent aujourd'hui pour Trump, ils ont été éduqués. Ceux qui ont 30 ans, ils ont fait, ou ceux qui ont 40 ans, ils ont fait leurs études il y a 25 et 30 ans. C'est là qu'il faut regarder. Et on va dire, oui, mais à l'époque, finalement, c'était pas Trump. Alors, comment ça se fait qu'ils sont devenus trumpistes? Ben, peut-être on n'était pas assez vigilants à ce qui s'est passé il y a 25 ans. Tu as parlé de thatchérisme tout à l'heure. Les années 80, c'était les années folles, tout allait très bien, c'était super, c'était l'insouciance, c'était un cinéma, c'était les discos et les cinémas de la jouissance, etc. Et on n'a pas vu que finalement, on était élevé sur Reaganisme et Thatcherisme, et ça a donné son résultat 25 ans plus tard. C'est pour ça que je reviens à la question de temps. C'est-à-dire, nous, on veut changer aujourd'hui. Mais ce qu'on voit aujourd'hui comme catastrophe, elle a été cuisinée pendant des dizaines d'années auparavant. Donc, en effet, il faut avoir de l'élan, il faut avoir de souffle, et c'est-à-dire ce que nous cuisinons aujourd'hui va donner résultat, non pas demain, non pas après-demain, il va donner résultat dans 10, ou 20, ou 15 ans, ou 25 ans. Tu parlais là au début quand tu as commencé à parler là il y a 2 minutes de la culture et des arts. Pourquoi tu parles de la culture et des arts et est-ce qu'il y a un rôle, pourquoi il y aurait un rôle à jouer de la part de la culture et des arts? D'abord, je dis toujours et je répète toujours, je ne crois pas que les artistes ont une mission ou que la culture est là une mission, mais simplement, je dis, la culture comme l'éducation n'obéit pas au temps qui est le temps de l'immédiateté. C'est-à-dire, c'est de longue durée. C'est-à-dire, on ne peut pas mesurer dans l'immédiateté quelle est l'influence d'une éducation. C'est-à-dire, oui, bien sûr, dans le monde néolibéral d'aujourd'hui, etc., ben alors, comme disait Deleuze, tout est mesurable, tout est valorisable, tout a de poids. Mais on ne sait pas, l'éducation, ce qu'on fait aujourd'hui, ça se passe sur une durée plus grande. Je parle de la culture et des arts en étant des oppositions temporelles au temps qui nous est imposé. Non pas que je ne crois pas que la culture, elle est de gauche ou elle est progressiste par définition. Non, je pense simplement que la culture, comme les arts, sont des choses dans lesquelles on ne peut pas peser, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas estimer, parce que ça n'obéit pas à ces règles-là. C'est-à-dire, oui, il y a toute une tendance à se dire combien ça vaut, combien ça rapporte, etc. Mais ce qui rapporte, par exemple, un film au niveau de place, ce n'est rien par rapport à ce qui est l'influence esthétique, mentale, morale, éthique d'un film sur une longue durée. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, un des travaux que je pense qu'il y a un travail artistique à faire, c'est mettre sur les grilles toute une génération, des décennies de travail d'art et de culture et se dire, mais où est-ce qu'il a échoué? Comment ça se fait que malgré l'art progressiste et des cinémas progressistes, etc., on a élevé finalement beaucoup plus de fachos que de progressistes? Je voulais terminer en repartant au début et en repartant au sujet qui nous préoccupe le plus et qui doit nous préoccuper le plus, c'est le génocide de Gaza qui continue.
comme ça, c'est devenu maintenant tous les jours, on allume le journal et on voit 22 morts en plus, une autre école bombardée, un autre hôpital bombardé. Le Liban, doucement, on en parle quasiment plus, mais je crois qu'il y a déjà au moins 3000 morts au Liban depuis Oui, le début de l'attaque. et une destruction massive, brutale, Hmm. barbare de tout le sud Liban dans une tentative, tout simplement, comme on fait dans le nord de Gaza, empêcher la possibilité de reprendre la vie. Oui. Oui, bah, j'allais dire, le nord de Gaza, on a vu des vidéos là, de la haute commissaire des Nations Unies qui est en voiture et qui montre à quel point le nord de Gaza n'existe plus, en Oui, gros. Et c'est ça, on pense toujours à Israël qui dit euh, les militants, le Hamas, le Hezbollah veulent erase Israel off the map. Ils veulent enlever Israël de la map, bien que dans les actes, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est en ce moment clairement Israël. Et c'est un truc complètement fou, hein, qui est en train d'effacer, même au niveau géographique. Je parlais à Eyal Weizman de Forensic Architecture, qui est en train d'effacer une partie du territoire. C'est-à-dire qu'il rend ce territoire, en tout cas le nord de Gaza, inhabitable, inconstruisible pour les années à venir, plus possible de planter quoi que ce soit, de faire pousser quoi que ce soit au nord de Gaza. Et c'est là où pour moi, c'est très difficile d'être optimiste parce qu'on reçoit tellement ces images d'une violence inouïe. Et je voulais donc y revenir pour finir. Toi, par rapport à la situation en Palestine, par rapport à ce sionisme débridé qui se transforme en... Ben, Hannah Arendt disait, merde, l'impérialisme, le dernier stage du capitalisme, ou le contraire. C'est comme si le génocide était le dernier stage non, le sionisme. génocide est le dernier stage du sionisme. Euh, est-ce que tu... Voilà, là, toi, concrètement, est-ce que tu vois un espoir ou quelque chose où on peut tirer un peu d'optimisme dans la fin de cet état. euh, alors je rappelle aux gens que dire la fin de cet état génocidaire, ça ne veut pas dire la fin de tous les juifs israéliens qui sont en Israël. On parle d'un état d'apartheid, on parle de loi d'apartheid, on ne parle pas des gens qui habitent dans ce territoire. Et peut-être aussi du rôle, on en parlait un peu au début, des voix juives progressistes. Je te racontais que sur ma chaîne YouTube, les vidéos les plus vues, c'est toi, c'est Ilan Pappé, c'est Gabor Maté, c'est Michel Siboni. Donc il y a ce besoin, comme tu me l'expliquais, de gens de voir qu'un autre monde est possible et une autre voie est possible. Donc voilà, je parle pour rien dire, mais je te laisse terminer. Laisse-moi séparer plusieurs choses importantes que tu as dit et que tu as posées. D'abord, quelque chose qui n'est pas anodin. Comme tu dis, les Israéliens et les sionistes disent ils veulent nous effacer de la carte et on voit que ce qui est en train de faire Israël aujourd'hui, c'est effacer de la carte une grande partie de la bande de Gaza. C'est-à-dire, c'est peut-être ça, c'est quelque chose qui est un pattern, qui est une ritournelle un petit peu de bourreaux et des bourreaux coloniales, surtout ce qu'il accuse la victime, il accuse la victime de ce que lui-même il fait. Tu sais, les grands slogans de sionisme après la création de l'État d'Israël, c'est les Arabes veulent nous jeter à la mer. Et finalement, ceux qui ont été jetés à la mer, ce sont les réfugiés palestiniens qui sont partis des ports de Haïfa, des ports de Akka, des ports de Jaffa, de Jaffa, qui sont partis par des bateaux. Ceux de Jaffa sont partis à la bande de Gaza et ceux de nord, de Haïfa et de Akka, se sont retrouvés au Liban. Donc, euh, d'une certaine manière, là aussi, c'est quelque chose, peut-être d'éducation, peut-être d'habitude, ça, c'est bien écouter les bourreaux. C'est-à-dire, ça fait des années que c'est un petit peu mon obsession dans lesquelles, je dis, dans cette culture chrétienne qui est la culture de l'Occident, il y a la figure de victime qui est celle où on regarde, c'est celle qui en écoute, c'est celle qu'on considère qui est les témoins, etc. Moi, je propose, et ça fait des années que je propose un petit peu un virement, et c'est dire, écoutons bien les bourreaux, parce que les bourreaux, ils ne mentent pas.
il dit exactement ce qu'il fait et il dit ce qu'il va faire. C'est-à-dire, ça c'est une question, par exemple, voilà quelque chose d'éducation culturelle dans lesquelles il faut vraiment bien écouter les bourreaux. C'est-à-dire que les bourreaux disent ils veulent nous rayer de la carte, il veut dire ils veulent les rayer de la carte. Ça, c'est un élément un petit peu secondaire de ta question importante, mais où est-ce qu'on voit l'histoire? En 1986, donc ça fait il y a beaucoup d'années, j'ai tourné mon premier film. Et mon premier film s'appelle Aqaba Jaber, Vie des passages. Aqaba Jaber est un camp de réfugiés qui se retrouve dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée. C'était le plus grand camp de réfugiés construit par l'UNRWA après la Nakba de 1948, donc en 1949, le plus grand camp de réfugiés. Mais en 1967, beaucoup de réfugiés sont partis, ont été chassés en réalité, et ils sont partis en Jordanie, et donc c'est aujourd'hui un tout petit. Et pourquoi je parle de ces films? Parce qu'il y a un vieux monsieur, un très très vieux monsieur, il avait 83 ans quand je l'ai filmé en 86. Et il me dit, ah, nous on a vu les Turcs, on a vu les Anglais, maintenant il y a les Israéliens. Pourquoi je le dis? Parce que si on regarde la Palestine finalement, bah, tu sais, la Palestine, on a vu l'occupation mameluque, on a vu les Grecs, on a vu les Romains, et on a vu les Ottomans, et on a vu les Britanniques, et tous ont fini par partir. Ils ont laissé certaines choses. Il y a beaucoup de Palestiniens aux yeux bleus, par exemple. Bah, on a vu les croisades, tu sais, l'empire latin de Jérusalem a duré plusieurs centenaires, et elle a disparu. Donc, si on s'attache, justement, et on regarde au mouvement de l'histoire dans une autre perspective temporelle, qui peut-être n'est pas la perspective forcément de la sécularité, qui n'est surtout pas la perspective capitaliste, on dit, mais où sont tous ces grands empires qui ont transformé Jérusalem dans un champ de ruines total, et ils ont même sémé de sel pour que rien puisse, et ont transformé les noms de Jérusalem à Elia Capitolina, ça c'était les Grecs. Eh bien, cet empire-là a disparu. Et l'empire latin de Jérusalem, de croisade, a disparu. Eh bien, il y a une chose qui est restée. Les Palestiniens sont restés. Et donc là, c'est de l'espoir. Alors, évidemment, c'est dire, mais finalement, ces puissances extraordinaires étaient d'une très grande faiblesse, puisque c'est les faibles, finalement, qui ont résisté dans le temps à ces empires. Eh bien, ça, c'est peut-être la chose, la leçon dans laquelle le sionisme a mis sa tête dans le sable. Il n'a pas compris. Plus on est fort, plus on s'est affaibli, finalement. Parce que ces empires qu'on regarde, c'est pas les guerres qui les ont fait disparaître. C'est leur effondrement intérieur. C'est leur contradiction intérieure. Ce n'est pas qu'il y avait un empire plus fort qui est venu. L'empire, l'effondrement de l'Empire ottoman n'est pas que la Première Guerre mondiale. L'effondrement de l'Empire ottoman et l'effondrement aussi de toutes ces contradictions internes et ces perversités, etc. Eh bien, moi je pense qu'on est en train de voir l'effondrement de la soi-disant empire sioniste au Moyen-Orient. Et comme on dit un jour dans une interview que j'ai fait avec notre ami commun Ilan Papé, m'a dit, tu sais Yal, les 3 dernières années de l'apartheid, c'était les années les plus dures. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que commencent les 3 dernières années. Et donc, peut-être qu'on est dans les pires années. Moi, je ne crois pas qu'on a vu encore les pires. Je ne pense pas qu'on a vu encore les pires. Je pense que les Israéliens, avec les soutiens et l'ivresse de la toute-puissance, ils sont capables à beaucoup plus. Mais l'effondrement intérieur de la société israélienne, l'effondrement justement intérieur de la société sioniste aujourd'hui,
Le fait qu'on voit un phénomène qu'on n'a jamais vu auparavant, qui est la réémergence revendiquée, apparente, de juifs qui se disent nous sommes antisionistes et nous revendiquons notre antisionisme. De plus en plus de juifs prennent position d'une façon active, non pas contre certains excès de la société israélienne ou du sionisme, non, dans une rupture de Jewish Voice for Peace aux États-Unis, par l'UJFP au Tzedek en France et autres, on voit qu'il y a de plus en plus de juifs qui se disent le sionisme est notre catastrophe. C'est pas que le sionisme, c'est pas simplement qu'on est anti-sioniste parce que le sionisme fait subir l'horreur absolue aux autres. Parce que le sionisme est un danger pour nous et il faut cesser. Et pourquoi le sionisme est aussi un danger pour nous? Parce qu'aujourd'hui, les forces réactionnaires les plus fortes dans le monde sont sionistes. Parce que s'il y a un vote si fort de latinos pour Trump, c'est à cause des évangélistes qui sont sionistes. Parce que la vision sioniste chrétienne est mondiale. Et ça, ce n'est pas les Juifs. Eh bien, justement, l'effondrement intérieur, c'est pas l'effondrement moral simplement, c'est pas l'effondrement moral, mais l'effondrement intérieur de la société israélienne. Le fait qu'on ouvre le journal israélien et il y a tout le temps des affaires de corruption, de violence interfamiliale, de mensonges, etc. C'est ça qui va faire effondrer l'Empire, y compris peut-être l'Empire américain. C'est-à-dire, on est dans une situation dans laquelle peut-être on a aujourd'hui un empereur comme Néron qui va nommer son cheval, ou peut-être Trump va nommer son chien vice-consul. C'est-à-dire, c'est ces effondrements-là. Cette toute-puissance, la toute-puissance est un leurre. La toute-puissance est un leurre parce que c'est provisoire, c'est temporaire. Mais il y a une autre chose. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Qui est que, finalement, à chaque moment de solidarité, il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a quelque chose, il y a une communauté qui s'est créée. Il y a une nouvelle communauté. C'est-à-dire, dans les manifs aujourd'hui pour la solidarité avec la Palestine, dans les mouvements aujourd'hui de boycott des investissements sanctions, X milliers d'écrivains par-ci, X milliers de cinéastes et de chanteurs par-là, c'est aussi une communauté qui s'est créée. Et cette communauté n'est pas monothématique. C'est une communauté dans laquelle elle continue à y croire à quelque chose qu'on croit qui n'existe plus, mais elle y croit, qui est l'idée de justice. Et bien ça, c'est l'espoir. Parce que si on est complètement dans le désespoir, on ne croit plus à la justice. Mais j'ai dit tout à l'heure, il y a certains postulats, il y a certains éléments dans lesquels sont des convictions profondes qu'il faut peut-être qu'on les mette en cause et qu'on les enterre. Et une des choses importantes, c'est l'idée sur laquelle on a grandi pendant des générations maintenant, depuis l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, qu'il y a une humanité. Et ça peut être quelque chose qu'il faut qu'on mette de côté. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a certains qui croient qu'il y a une humanité, mais il y a beaucoup qui n'y croient plus à cette une humanité. C'est-à-dire, il y a l'humanité de gens qui ont les droits, et il y a une autre humanité des qui n'ont pas de droits. Et ben c'est là, ce sont les Soudanais, ce sont les Rohingyas, et ce sont les Ouïghours, et ce sont les Palestiniens aussi, et maintenant le peuple libanais. C'est intéressant parce que ils ont quelque chose de commun. Ils sont tous des musulmans.
La majorité sont aussi des Arabes. C'est-à-dire que si à un moment, la discussion de l'humanité, historiquement, était est-ce que les Noirs, ils ont une âme? C'est ça la question. Ben, aujourd'hui, on revient à cette question dans les faits. Finalement, la question qui nous est posée, c'est eux, les puissants, c'est dans les faits, c'est pas dans les idées, dans les faits. La question, elle est, est-ce que les Arabes, slash les musulmans, ils ont une âme? Est-ce que c'est des humains comme nous? Et finalement, on voit dans la réaction que c'est pas des humains comme nous, n'est-ce pas? Parce que les titres de ces malheureux 200 et quelques personnes noyées en Espagne sous les torrents de la pluie, extraordinaire, événement terrifiant, les informations en parlaient et tout, alors que les mêmes jours, les 200 morts et quelques à Gaza, dans une campagne génocidaire, guerre génocidaire continue, et Gaza, on fait des petits titres et qui on parle des Ouïghours, qui on parle des Rohingyas et qui on parle de Soudanais. C'est-à-dire là aussi, il faut comprendre, nous sommes une partie des gens qui croient encore qu'il y a une humanité, mais dans les faits, il n'y a plus cette idée que l'humanité est une qui mérite l'égalité et la justice. Donc, il faut partir aussi par enterrer nos convictions de passé et se dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec les faits du présent? Bah écoute, voilà, ça y est, je suis super optimiste. Non, mais merci, merci Eyal. C'est Franck, je vais te dire un truc que je t'avais dit off la dernière fois. C'est une moitié à une blague. On me pose la différence que c'est un optimiste, que c'est la différence entre un optimiste et un pessimiste. Eh bien, un optimiste dit l'année prochaine, on va manger des cailloux. Et les pessimistes disent mais où est-ce qu'on va trouver des cailloux pour tout le monde? Donc moi, je reste du côté de l'optimiste. Je crois qu'au moins, on aura les cailloux. Mais surtout, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, il faut qu'on rompe, nous, d'abord. Il faut que nous, on rompe bon, avec les tons qui nous imposent les médias, qui nous imposent le capitalisme, qui nous imposent la culture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il faut qu'on recommence d'une certaine manière à réfléchir dans un ton qui est un autre. Et ça passe aussi par quelque chose de ramener, et là c'est l'athée jaloux de spirituel qui parle, ramener un petit peu un ton qui n'est pas que le ton de la sécularisation absolue et ramener un petit peu d'un rapport qui est un rapport autre à tout ce qui est vivant. Dire. Voilà, tout ce qui est vivant, on a l'impression, je regarde, pendant que je te parle, je regarde mon jardin et je dis, il est en train de mourir, de feindre, et je sais que d'ici quelques mois, il va reprendre. Alors ça a l'air naïf, ça a l'air quelque chose qui est un petit peu béat, mais en même temps, peut-être il faut qu'on regarde par exemple un petit peu plus la nature. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse d'y croire que le monde technologico-économico néolibéral dans lequel nous vivons, c'est le monde lui-même. Non, ça fait un segment du merci. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Eyal. Merci. Et vraiment, je te l'avais aussi dit, hein, mais c'est ces conversations, moi, que j'ai dans la rue, non, mais dans les réunions, dans les repas, mais aussi de manière virtuelle qui me donnent de l'espoir et qui me font continuer et qui nous font continuer, quoi. Donc merci beaucoup, Eyal. Merci à toi.